Salut à toutes et à tous. Salut les amis. Waouh, quelle finale dans cette phase de Ligue de la Ligue des Champions, nouveau format qui s'est terminé hier soir au moment où on s'enregistre. Et voilà, aujourd'hui on a décidé de tourner une vidéo qui va tenter d'analyser un peu ce nouveau format. Aura-t-il été une réussite? Aura-t-il été un échec sur certains points? Robin et moi allons discuter justement des enseignements qu'on a pu tirer de cette première édition, mais également de la forme des équipes. Ouais, effectivement, on va faire quand même un petit bilan des équipes qui ont superformé dans ce nouveau format, celles qui ont déçu également. Ça nous permettra aussi tout à la fin de faire un point sur la draft Football Fantasy qu'on avait construit depuis 2 semaines environ, qui s'est déroulé sur les 2 dernières journées. Donc voilà, ça va nous permettre de faire un petit tour, un petit bilan final de cette phase de ligue avant d'attaquer la phase à élimination directe. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout ça. C'est parti. Pour commencer, premier axe d'analyse que nous avons choisi pour aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu comment cette phase de ligue s'est orchestrée, quelles ont été les différences majeures par rapport à l'ancien format. Et la première différence notable pour moi et qui a rajouté énormément de suspense et je dirais d'entertainment à cette phase de ligue, c'est le fait que désormais une équipe de chapeau 1 ne va plus seulement jouer que des équipes de chapeau 2, 3 et 4. Chaque équipe aura un tirage relativement équitable et chaque équipe va jouer en fait 2 équipes de chaque chapeau, ce qui pour moi a rendu cette phase de ligue intéressante du début à la fin tout simplement. Ouais, complètement. On peut voir des équipes qui ont vraiment superformé, même contre les gros. Je peux évidemment prendre comme exemple Liverpool, qui a su tirer son épingle du jeu dans cette phase de ligue. Hein. Ils ont pris 6 points sur leurs 2 matchs contre les équipes du chapeau 1, à savoir le Real, qui battent à Anfield, et leur victoire à l'extérieur à Leipzig. Donc voilà, Liverpool ont su vraiment relever le niveau et répondre présent durant les 2 matchs compliqués qui les attendaient. Ouais. D'autres ont foiré complètement, on peut le dire, mais ce que je voulais mettre en lumière également avec cette compétitivité accrue, c'est le fait que certaines équipes du chapeau 4, du coup, qui pouvaient jouer d'autres équipes du chapeau 4, avaient la possibilité de faire des points. Et si on reprend le classement, on peut voir qu'un Monaco, par exemple, qui était chapeau 4, Monaco termine, par exemple, ici, 17ème, ils ont réussi à se qualifier. Une autre équipe, par exemple, Aston Villa, très très impressionnant. Aston Villa qui partait chapeau 4, ils finissent top 8. Ça, c'est un truc... Si je compare un peu, c'est comme si finir top 8, c'est comme si tu finissais premier un peu de ton groupe, t'es qualifié directement, t'es chapeau 1 pour le tirage des 8e de finale. C'est une des critiques que j'avais par rapport au format d'avant. En fait, souvent, donc on avait une équipe de chaque chapeau et le classement était dans 80% des cas exactement le même que lors du tirage. C'est-à-dire que c'était dans l'ordre des chapeaux tout simplement. Aujourd'hui, on a droit vraiment à une espèce d'égalité dans les performances. Enfin, chaque équipe va jouer un niveau d'adversité relativement similaire. On a quand même des petites différences. Je pense par exemple au Paris Saint-Germain qui finit bien 15e de cette phase de ligue, mais qui était très mal parti, notamment de par le fait des adversaires qui étaient très compliqués, déplacement à l'Allianz Arena, réception de Manchester City, de l'Atlético Madrid. Voilà, Paris a dû quand même pas mal batailler avant de pouvoir atteindre cette place-là et avait un tirage au sort, s'il faut le dire, quand même beaucoup plus difficile que d'autres. Bien sûr, après c'est le but d'un tirage au sort, c'est que personne n'est équitable à la fin. Bien sûr, quand même. mais je pense que ça nivelle quand même grandement cette espèce d'inégalité dont souffraient surtout les petits clubs avant, et ça offre, comme tu l'as bien souligné, des occasions à certains petits clubs on pense par exemple au Stade Brestois qui vont pouvoir jouer une phase finale de Ligue des Champions. C'est quand même pas quelque chose auquel on aurait pu penser lors de l'ancien format. C'était très difficile pour les petites équipes, et on voit que des gros peuvent en souffrir. C'est également, ça qui est aussi intéressant. On va en parler en long et en large dans cette vidéo. Mais le premier exemple, c'est City. Mais en fait, le fait que des équipes, si on revient sur les chapeaux, le fait que 2 équipes, par exemple, pour prendre la première équipe, le Real Madrid joue deux matchs ici compliqués. Imaginons qu'ils les perdent les 2. Ça fait qu'ils ont 0 points. Et si dans le même temps, une équipe du chapeau 4 gagne ces 2 matchs contre les équipes du chapeau 4, ça fait déjà 6 points d'avance pour une équipe du chapeau 4 par rapport à une équipe du chapeau 1. Et ça, c'est un truc qu'on voyait jamais dans l'ancien format. C'est-à-dire que les petites équipes, si elles voulaient espérer sortir de leur groupe, elles devaient absolument créer un exploit. Ça veut dire soit battre le chapeau 1 ou le chapeau 2, et même battre le chapeau 3, une équipe du chapeau 3 qui était normalement supérieure à elle. Donc de toute façon, c'était un exploit. Qu'une équipe du chapeau 4 sorte des phases de groupe. Ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est toujours effectivement un exploit, mais étant donné qu'elles ont la possibilité de prendre des points contre des équipes du même niveau qu'elles, et que les gros ont la possibilité de perdre des points contre des équipes du même niveau qu'elles, effectivement, je pense que ça redistribue un peu les chances, ouais.
Et ce qui est très intéressant aussi, je trouve, de par le nouveau format, c'est l'interactivité que ce dernier offre. En fait, avant, on avait donc 8 groupes de 4 équipes, ce qui fait que chaque supporter allait évidemment suivre le match de son équipe et de celui présent dans son groupe. Maintenant, on a donc un grand groupe de 36 équipes, si je puis dire, ce qui fait qu'en fait, jusqu'à la dernière journée, on va être intéressé non pas par un match, en dehors de celui de notre équipe, on va être intéressé par plein d'autres matchs, ça peut aller jusqu'à 5-6. Voilà, par exemple, hier, on a vu énormément de changements lors de cette finale à 18 matchs pour la dernière journée. En fait, on avait un peu les yeux rivés sur tous les matchs en même temps, et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Parce que ça offre justement, je trouve, une espèce de... On élargit les horizons, en fait, avec ce nouveau format. Chaque équipe est concernée, chaque équipe a avec à peu près les mêmes chances de se qualifier. Et ouais, ça ne rend que cette Ligue des Champions plus intéressante. Pour moi, vraiment, la grosse critique que j'avais quand même sur cet ancien format, c'est que il était quand même très rédhibitoire. Chaque année, on avait un peu la même chose. Les favoris en bénéficiaient. Les petites équipes, comme tu l'as très bien souligné, c'était très compliqué. Maintenant, vraiment, la Ligue des Champions est compétitive de septembre à mai. Et personne ne fera justement exception. Tout le monde va devoir se battre pour sa place. Et pour moi, ouais, c'est une grande réussite de ce format. Mais même pour les fans, je sais pas toi, mais en fait, étant donné que les résultats de toutes les équipes importaient pour le club qu'on supporte, ça veut dire qu'on a dû s'intéresser à d'autres équipes, voir quels résultats ils faisaient, etc. Ça apportait plus de connaissances aux fans. On devait s'intéresser à toutes les équipes présentes dans la Ligue des Champions. Avant, par exemple, les matchs des autres groupes, c'est pas qu'on s'en foutait, mais en fait, s'il y avait un gros match qui était intéressant, pourquoi pas le regarder? Mais on savait que c'était un match de phase de groupe de toute façon. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. On savait que les deux équipes, chapeau 1 et 2, logiquement sortaient en général. Voilà, comment dire? En fait, même des petits matchs, par exemple, entre les deux équipes du chapeau 4, si ces équipes-là étaient proches au classement de l'équipe qu'on supportait, on allait suivre le match, même si c'est des équipes qui nous intéressaient pas du tout à la base. Et ouais, ça rend vraiment ce format beaucoup plus intéressant, et même plus intéressant pour les fans, au-delà des clubs qui devaient également se préoccuper des résultats des autres, de toutes les autres équipes, comme ce qu'on peut voir dans un championnat national finalement. Mais ouais, c'est vraiment, pour tout le monde, je pense que ça a été plus intéressant et plus enrichissant, cette première phase de Ligue en tout cas. Enfin, pour conclure un peu sur ce bilan de la phase de Ligue, en parlant purement et simplement du format, comment ne pas parler de cette dernière journée de ce multiplex à 18 matchs historique, tout simplement, les amis. Jusqu'à maintenant, on a pu voir des multiplex à 10 matchs maximum, comme en Première Ligue, où on joue les 20 équipes s'affrontent en même temps. Là, on avait 36 équipes qui s'affrontaient. Ouais, ça a donné lieu quand même à une soirée d'anthologie, de par les rebondissements que cette dernière a pu nous offrir. Moi, j'ai beaucoup aimé la soirée, justement parce qu'on a eu... En fait, ça changeait tout le temps. Il y avait déjà des calculs qui se faisaient sur qui on va potentiellement affronter, quelle équipe va finir par se qualifier, ne pas se qualifier. Surtout que, en fait, la répartition des points a été tellement bien faite, si on voit, on a énormément d'équipes à 11 points, à 12 même, et on a le Dynamo Zagreb à 11 points justement, d'après des simulations qui avaient été faites. Oui, je voulais en parler sur cette phase de Ligue. Normalement 10 points suffisaient. 10 points suffisaient. Le 11 points, c'était vraiment dans les cas les plus pessimistes, et pourtant le Dynamo Zagreb n'est quand même pas passé à 11 points. Donc ça montre une certaine homogénéité dans la répartition des points qui a été faite tout au long de cette phase. Ça montre de que Ligue. tout le monde a pu prendre des points en fait, Exactement. finalement un peu partout, ouais, c'est clair. Ah, les petits en ont pris en gros, c'est vrai, vraiment... C'est ça qui a rendu intéressant jusqu'au bout en fait. Ouais, et il y a un autre truc que je voulais mettre en avant qui pour moi augmente le niveau moyen durant la compétition, c'est le fait que, étant donné qu'il y a beaucoup d'équipes, comme on peut le voir ici, énormément d'équipes finissent à 16, à 15, il y en a 5 à 15 avec le Milan ici, il y en a 5 à 13 et il y en a 4 à 11. En fait, la différence de but a été tellement importante, et moi je pense que ça a vraiment augmenté le niveau moyen de jeu parce que les clubs... Imaginons avant, dans la phase de groupe, une équipe du chapeau 1 qui jouait contre une équipe du chapeau 4, elle gagnait 3-0 à la mi-temps, de journée 4 par exemple, elle gagnait 3-0 à la mi-temps, voilà, c'était tranquille, il y avait beaucoup plus de... On pouvait faire tourner l'effectif, les matchs tournaient souvent, il n'y a que Liverpool qui a pu le faire là finalement. Ouais, les matchs étaient souvent un peu plus gérés en deuxième mi-temps, quand les clubs étaient sûrs d'être qualifiés, etc. Là, jusqu'à la 95e de la journée 8, chaque club marquait un but de plus, pouvait gagner genre 2 places. Et ça a vraiment fait en sorte que en fait toutes les équipes ont joué à fond, de A à Z, sauf Liverpool
qui est un peu une anomalie, on va pas se mentir, parce qu'ils avaient déjà 21 victoire points après 7 matchs. Mais je veux dire, mis à part eux, les 35 autres équipes ont dû jouer jusqu'à la fin. Bon, effectivement, il y avait des équipes, comme on peut le voir ici en bas, qui étaient déjà éliminées. Hein. Je pense à même Leipzig, qui finit 32 finalement, mais qui étaient déjà éliminés. Les Young Boys de Berne, évidemment, et le Slovan. Les 3 étaient déjà éliminés avant la J8. Mais, même jusqu'à Bologne, il me semble. Même jusqu'à Bologne, ouais. Donc ouais, voilà, c'était... Bien sûr qu'il y a des équipes qui n'ont pas pu jouer la J8 à fond, mais dans tout ce ventre mou ici, disons, de la deuxième place à la... jusqu'à Stuttgart, les équipes ont dû jouer jusqu'à la 95e minute à fond. Et ça, c'est un régal pour tous les supporters. En fait, c'était la bonne idée, je trouve, justement, d'avoir instauré ce système de goal average qui va faire foi pour départager des si petits nombres de points. Parce qu'on joue quand même un championnat à 8 matchs, c'est pas beaucoup. Hein. Et contrairement justement à l'ancien format, pour départager 2 équipes qui avaient les mêmes points, ça se faisait à la différence particulière. Ça veut dire qu'on prenait la double confrontation qui avait été faite entre les 2 équipes. Ce qui fait que justement, comme tu l'as si bien dit, il n'y avait pas besoin d'aller après jouer à fond forcément des petits matchs tant qu'on avait assuré face à son rival dans la double confrontation. Alors que là vraiment, comme chaque but marqué, chaque but encaissé aura compté à la fin, et on peut voir ici le Bayern et le Real finissent exactement avec le même nombre de buts. Paris en a seulement 1 de plus que Benfica, pareil avec le PSV Eindhoven, qui, s'il avait encaissé un but de Liverpool, ça aurait pu s'inverser par exemple, et à ce moment-là, on sait que Paris aurait pu éviter, on y viendra plus tard, mais Liverpool et le Barça dans un potentiel 8ème de finale. Donc chaque but a eu son importance, et c'est ce qu'on avait envie de mettre en lumière pour le dernier point. Ouais, et chaque but avait son importance. J'ai encore un dernier point, on a parlé des équipes qui ont su faire la différence avec la différence de but. J'ai envie de parler du Dynamo Zagreb, qui a 11 points, le même nombre de points que City, mais à cause de leur première journée au Bayern, où ils prennent 9-2, ils finissent avec une différence de but beaucoup moins bonne que les équipes devant eux, ce qui leur coûte la qualification, clairement. Oui. Donc, c'est peut-être un des leçons que tireront les clubs, de se dire, par exemple, le Dynamo Zagreb, même à 5-2 à la 75e, à Munich en J1, peut-être que les clubs tireront des leçons et diront non, mais maintenant il faut qu'on joue tous les matchs jusqu'à la 90e, chaque but peut compter à la fin, et ça va faire que augmenter le niveau de manière crescendo, ouais, c'est clair. Voilà les amis, pour cette deuxième partie de vidéo, on va un peu plus se pencher sur le côté sportif des équipes, qui a su élever son niveau de jeu et performer durant cette phase de ligue, qui au contraire n'a pas su le faire. Et la première équipe à laquelle je pense quand je parle de performance, c'est Liverpool, qui était déjà à 21 points, ils finissent à 21 points, ils font pas le 8 sur 8, mais ils étaient déjà à 21 points après cette journée. Ils avaient 7 victoires en 7 matchs. La dernière journée était anecdotique, ils vont jouer au PSV mais avec l'équipe B, ils perdent malheureusement 3-2. Heureusement ça n'avait pas de conséquences, mais on peut voir que le Barça, qui fait match nul contre l'Atalanta, s'ils avaient pris les 3 points contre l'Atalanta, ils se seraient retrouvés à 21, ils auraient passé premier avec la différence de but. Ce qui ne change pas énormément, parce qu'avec le tirage au sort premier, deuxième, voilà, ça change rien de finir premier ou deuxième. A dit en conférence de presse d'ailleurs, la place 1 et 2 finalement importe peu, voire pas du tout dans la suite de la compétition. C'était plus pour du prestige, on va dire, mais tant mieux, que les Reds finissent quand même premiers. Mais comme tu dis, voilà, ils ont envoyé les jeunes, je pense qu'ils ont bien fait, parce qu'ils ont énormément de matchs importants à jouer, notamment en Première Ligue. Le FC Barcelone de son côté, en difficulté en Liga, et qui, comme tu l'as bien su dire, a répondu présent lors de cette phase de Ligue. Je pense à des très gros coups d'éclat, notamment contre le Bayern Munich. Forcément, on s'en souvient. 4-1, voilà, qui a clairement lancé la saison du FC Barcelone. On se rappelle qu'ils vont par la suite exploser le Real Madrid au Bernabéu 4-0. Voilà, le Barça a annoncé son retour de par cette phase de Ligue, et ils se mettent dans les meilleures dispositions pour la suite, avec cette place tout en haut du classement. Ouais. Une autre équipe, si on prend dans l'ordre du classement, Arsenal, on n'en parle pas trop cette saison. En Première Ligue, ils sont 3e, ils avancent un peu en sous-marin comme ça, ils sont pas mal. Et en phase de Ligue, ils finissent également 3e. Donc franchement, rien à dire sur Arsenal, ils font leurs points, c'est pas les plus impressionnants dans le jeu, c'est pas le Arsenal de l'année passée. D'autant qu'ils ont eu des blessés. Ouais, en plus. Ils ont eu Martin Odegaard pendant longtemps, Bukayo Saka maintenant, donc leur leader technique qui était pas là, et pourtant ils arrivent à assurer la 3e place. Franchement... de la stabilité, comme tu l'as bien dit chez Arsenal. C'est la même chose pour l'Inter Milan. L'Inter, franchement, je trouve que le quatuor là, du haut, 100% mérité. 100% mérité, c'est quand même les 4 équipes qui proposent un football peut-être quand même légèrement supérieur
au reste du panel qu'on a sous les yeux. Mhm. On a de grandes équipes plus en difficulté. Voilà, eux, on sent qu'ils sont déjà dans une stabilité. Je pense aussi qu'on peut parler, voilà, tout le top 8 mérite mention, honnêtement, parce qu'il a quand même fallu, il a fallu cravacher pour aller chercher ce top 8. L'Atlético, qui fait une très bonne saison, Leverkusen qui confirme, qui fait partie désormais des grands d'Europe, Mhm. et le Exactement. LOSC. Et le LOSC, je pense que c'est ceux qui méritent, avec Aston Villa, la plus grande mention. Là, ils finissent 7ème et 8ème, respectivement. Qui les aurait mis là au début de la phase de ligue? Comme on l'a dit tout à l'heure, Aston Villa qui était ici chapeau 4. Et le LOSC qui était, si je les retrouve, ils étaient là, chapeau 3. Les deux équipes qui ont le plus, disons, surperformé, je pense, leur niveau auquel on les attendait. Voilà, ils finissent top 8, bravo à eux. Lille qui a par exemple su battre le Real. Bien. Euh, L'Atlético. Et l'Atlético. Tenir en échec la Juventus. Aston Villa qui a su battre Le Bayern. le encore une fois. Bayern. Donc non, très impressionnant ces équipes. Et puis après, des équipes qui finalement font une phase de ligue intéressante, mais un peu en dessous des attentes. Je pense ici, aux 3 notamment. Dortmund qui fait finale l'année passée. Le Real qui est champion. Le Bayern qui avait commencé par un 9-2, roulé sur tout le monde au début de la saison, qui s'est un peu essoufflé depuis. Donc voilà, les 3 ici. L'Atalanta, je trouve qu'ils se placent bien. Je pense qu'ils auraient pu espérer mieux. Parce qu'ils sont top 8 avant la J8. Et malheureusement pour eux, les résultats de Lille, de Leverkusen, d'Aston Villa, ils n'ont pas eu de chance avec les résultats qui les importaient dans les autres matchs, malgré le fait qu'ils prennent un point à l'exception à Barcelone. de l'Atalanta, je crois que le top 8 n'a pas bougé, si je ne fais erreur. Et ouais, comme tu dis, moi j'ai surtout envie de parler du Real et du Bayern, parce que c'est quand même, pour moi, les 2 plus gros mastodontes de cette compétition. On peut le dire, je pense, avec l'AC Milan, si on parle historiquement. Ah, historiquement, tu dis, oui. Mais il y a Liverpool également. Quand même, on s'attend pas, voilà, on nous annonce une phase de ligue avec un classement, on ne s'attend pas à voir le Real Madrid et le Bayern Munich 11 et 12e. Ouais. Ça fait quand même bizarre. Et ça s'explique par le fait que tout simplement ils n'ont pas su performer contre les gros. Moi je pense au Real Madrid, absent lors du déplacement à Anfield, quasiment ils n'ont pas eu droit au chapitre. Lors de la réception de l'AC Milan au Bernabéu, pareil, ils ont vraiment eu beaucoup de difficultés. Le Bayern Munich se fait éteindre à Barcelone et ensuite À Aston Villa. Donc au final... Et à Feyenoord. Ouais, ça veut Finalement, dire que les 3 déplacements. 3 déplacements sur 4, comme tu dis. Ouais. Les matchs à l'extérieur n'ont pas été toujours bien négociés par les gros, qui se sont retrouvés en difficulté. Après, si on vient justement sur le Paris Saint-Germain, dont j'ai parlé précédemment dans la vidéo, j'ai même pas envie de les mettre dans les flops, parce que pour moi, dans ce qu'ils ont proposé dans le jeu, c'était quand même vraiment pas mal, du début à la fin. C'est vrai. On en a beaucoup fait au début sur le manque d'efficacité des attaquants, notamment du Paris Saint-Germain, qui n'arrivaient pas à mettre un seul pion. Hakimi a été le seul, je crois, à mettre un but sur les 5 premières journées. Pas eu un attaquant. Mais voilà, le contraste, force est de constater, le PSG, en janvier, 2 matchs, 4 buts contre City, 4 buts contre Stuttgart. Ouais, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'au début c'était juste un manque d'efficacité par manque de chance, ou alors c'est un manque d'efficacité parce qu'il y avait besoin d'un temps d'adaptation, à jouer sans neuf, sans Kylian Mbappé également. On voit que sur la fin, ils ont été très clutch, ils ont réussi à marquer les buts qu'il fallait pour pouvoir se hisser. Finalement, on sait, ils étaient ici, ils étaient 26e ou 25e il y a de ça 3 journées. Finalement, ils ont gagné 10 places en 3 matchs. Voilà, est-ce que c'était le manque de chance au début qui leur a coûté ça, ou est-ce que c'était un temps d'adaptation? En tout cas, force est de constater que Paris sait maintenant répondre présent dans les matchs qui comptent, et peut-être attention pour la suite de la compétition. J'ai une ébauche d'explication qui va peut-être venir nuancer un peu les performances, c'est quand même que Stuttgart et City, c'est 2 équipes qui, pour moi tactiquement, conviennent très bien au jeu très vertical et de transition on a vu Barcola et Ousmane Dembélé, ils se sont régalés dans les grands espaces face à City et face à Stuttgart, qui ont des lignes défensives assez catastrophiques parfois, notamment pour ce qui est de la couverture de la profondeur. Donc voilà, je nuancerai peut-être là-dessus, mais voilà, quand même, force est de constater, Paris, très belle fin de phase de ligue, ce qui fait qu'ils se classent, comme tu dis, 15e, alors qu'ils étaient jusque-lors en dehors du top 8. Du top 24, du top 24, excuse-moi. Mais pas de problème. Mais du coup, moi j'aurais envie de donner une petite mention déshonorable, du coup, à l'AC Milan, qui a fait la majorité de la phase de ligue dans le top 8. Ils sont sortis hier, malheureusement, après leur défaite à Zagreb. Milan qui a pas su performer au moment où il fallait. Et puis c'est vrai que souvent dans les gros matchs cette saison,
Ils en ont gagné, mais souvent c'était un peu des concours, des concours de circonstances, etc. Donc Milan, attention à leur barrage. Mention forcément, Ouais. pour Brest, qui était top 8 également pendant un moment. Ouais. Finalement, bon, ils se retrouvent 18e, c'est déjà très bien pour l'équipe, pour le club que c'est, l'envergure qu'ils ont. C'est énorme. C'est énorme, donc voilà, Brest qui réussit à se qualifier Mais je finalement. dirais qu'on voit peut-être même un destin croisé, une sorte d'ambivalence avec la Juventus. Mhm. Grand nom du football, mais quelle déception la Juventus. Quand Ouais, même. effectivement, Je crois que ici 20e, dans tous les gros matchs, finalement, ils gagnent contre Manchester City. Mais c'est un City Vraiment malade, au hein. moment où Ouais. ils étaient le plus malades. Mais sinon, franchement, la Juve, ils ont su dominer aucun adversaire. C'est un peu comme ce qu'ils font en Serie A finalement. Mhm. C'est très moyen et c'est pour ça qu'ils finissent 20e sur 36. Mhm. Et du coup, pour forcément la dernière mention déshonorable, venons-en aux Anglais de Manchester City qui finissent finalement 22e, mais quelle déception. Comme tu dis, quelle déception. Ils ont eu l'honneur d'aller se sauver hier soir, justement, alors qu'ils étaient 26e à la mi-temps contre Bruges. Finalement, ils vont quand même se sortir, font preuve de caractère. Mais si on est honnête, Manchester City, le mal est quand même assez profond, j'ai l'impression. Plus que ce qu'on pourrait bien le croire. Et pour la suite de la compétition, on est obligé d'en toucher un mot, ils vont affronter soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid en barrage. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera du très très lourd. Je doute que City arrive à faire quoi que ce soit cette année en Europe. Même en Première Ligue, c'est compliqué. Il y a trop de problèmes dans cette équipe en fait. Ok, t'es Je suis très assez pessimiste. En fait, je suis resté longtemps assez, on va dire, à calmer le jeu. Ouais. Parce que je me dis, voilà, City, c'est quand même une machine rodée. Ça fait plusieurs années que c'est une équipe, peut-être la meilleure équipe d'Europe sur toutes ces dernières années. Mais là, franchement, je les vois en difficulté contre chaque adversaire, à chaque fois. Ils ont réussi à résoudre un peu leurs problèmes offensifs, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils remarquent, contrairement à leur période de 2 mois, là où ils ne marquaient même plus. Erling Haaland en était le principal symbole. Par contre, la défense, là, il n'y a toujours pas de progrès, quoi. Gvardiol, très bon offensivement, mais défensivement, c'est vraiment très... C'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant, après ils s'exposent beaucoup aussi de par leur jeu. Ils ont Moi pas je de resterai latéraux, nuancé, je resterai encore nuancé un petit moment. Surtout à voir, on sait que Guardiola est un génie tactique du football, à voir ce qu'il arrive à faire avec Roussanov et Marmouche. Peut-être que ça peut insouffler un nouvel élan à cette équipe. Après bien sûr qu'ils ont l'air d'être vraiment dans le mal, hein, en ce moment c'est clair, hein, je dis pas le contraire, mais on sait jamais. On sait jamais, et le Real, par exemple, si City joue le Real en play-off, on sait le Real est capable du meilleur, mais est également capable du pire, comme on l'a vu à Liverpool. Donc voilà, Ouais, pourquoi pas, mais on verra. City, c'est clair que ça risque d'être compliqué après. Ouais. Le Real en phase d'élimination de Ligue des Champions, Oui, c'est quand même leur, Oui. c'est quand même leur terrain. Mais juste pour conclure, voilà, petite mention quand même qu'on se doit de citer, je trouve que c'est Leipzig. exactement, je voulais conclure là-dessus. Conclure là-dessus, parce que voilà, pour moi dans les dernières équipes, Ouais. on voit Young Boys, Slovan Bratislava, Salzbourg, c'était vraiment des équipes qui étaient en dessous du lot, il y avait rien à dire. Par contre Leipzig, c'est quand même un club qui est en Ligue des Champions tous les ans depuis un certain temps. Ils ont fait demi-finale en 2020. Ouais, et puis surtout, Quand même, ils sortent des phases de groupe à chaque fois ont normalement. un bel effectif. Mhm. Ça veut dire, on s'attend pas à voir Leipzig aussi bas. Après, ils ont eu quand même un calendrier pas facile. Oui, c'est vrai. Ils ont joué des gros. Mais par contre, même contre les petits, ils ont perdu, ils se sont fait exploser par le Celtic par exemple. Ouais. Et hier, ils perdent à Sturm Graz. Bon, Mhm. peut-être que la motivation n'était plus là. Mhm. Mais on se doit de conclure là-dessus. Ouais, ils ont un bel effectif, c'est bizarre quand même ce qui s'est passé à Leipzig. On se souvient que l'année passée, ils sortent donc le Real, mais ils devaient les sortir à quelques décisions arbitrales près. Donc, c'est. Voilà, Leipzig. Tu veux t'attirer les problèmes. Hein. Leipzig, c'est quand même une équipe qui est habituée normalement à jouer les phases finales de Ligue des Champions. Oui. Et là, les voir ici, 32e, éliminés déjà après la J7. Mais après la J6 même, ils étaient déjà éliminés Oui. après la J6. Oui. Donc compliqué pour Leipzig, mais après on a pu voir, nous qui suivons un peu la Bundesliga, c'est pas une équipe qui est malade, c'est juste en Ligue des Champions ils ont pas su répondre présent, mais en championnat ils sont quand même présents. Ouais, absence de Xavi Simons aussi. Aussi, ouais. Qui est c'est vrai. potentiellement leur meilleur joueur, enfin leur leader technique Qui vient qui de est signer pas mal d'ailleurs dépostage, ouais, qui vient de signer, définitivement tout à pour fait. 80 millions du Paris Saint-Germain. Ouais, ils feront mieux l'année prochaine, je pense. Ouais. Voilà les amis, vous avez juste sous les yeux le tableau dont le tirage au sort va être fait demain à l'heure où on s'enregistre, donc vous l'aurez déjà vu normalement, vous aurez déjà le tirage au sort. Il y a quelques matchs intéressants, on peut voir que c'est un peu compliqué, donc à chaque fois, si jamais c'est ces deux équipes-là
une des deux contre une des deux en dessous. Et ici, vous avez dans la deuxième colonne et dans la colonne ici aussi, les 8 équipes qui sont déjà qualifiées. Il y a quelques matchs intéressants à prévoir là. Ah, il y a quelques matchs intéressants, comme tu dis. Alors déjà, quelque chose de très important à détailler, c'est que la protection nationale, si je peux appeler ça comme ça, ne fait plus foi. Depuis cette année, ça veut dire que dès les 16e, et ça sera le cas pour tout le reste de la compétition, des équipes de même pays peuvent s'affronter. Donc cette protection ne fait foi que pour la phase de ligue. À noter qu'elle était du coup présente en 8e de finale durant les compétitions précédentes, Exactement. les années précédentes. Après, elle s'en allait depuis Voilà. l'écart, mais là, ça veut dire que pour les 8e et déjà les barrages, on ne parle plus de cette protection Deux nationale. équipes de même pays peuvent s'affronter. Ouais, Et c'est cela ça. va donner lieu à des chocs intéressants. Donc, le premier, par exemple, ici, le Paris Saint-Germain qui va jouer soit Brest, soit Monaco pour un derby français. Je pense aussi à celui-ci, avec un potentiel Juve, Milan et Feyenoord, PSV Eindhoven pour des derbys italiens et néerlandais. 2 matchs très très chauds, ça, si ça se fait. serait très chaud, franchement. Ouais, c'est d'une chance sur deux. Hein. On verra comment ça va se passer, ce tirage. Si on parle de très gros match-up... Et à noter, en fait, même, que là en bas, si tu reviens ici, la Juve, si c'est Juve et Milan qui se jouent, le tour d'après, c'est possiblement contre l'Inter en plus. Partie Donc, de tableau très italienne. Voilà. Très très bien. Et puis il y a un dernier très gros match aussi. Ouais, alors j'en vois même déjà deux, moi. C'est celui-ci, déjà, comme on en a parlé avant qu'on a parlé de City. City qui va affronter le Bayern ou le Real pour un match-up de folie. Ça veut dire que vraiment, alors si c'est City-Real, c'est le plus gros affrontement des 5 dernières années. Là, on a 3 des 5 meilleures équipes de ces 5 dernières années. Ouais. Oui, en tout cas. Donc voilà, ça sera très intéressant de voir qui va jouer Manchester City. Qui va scoltiner City. Et enfin, si on va voir un peu plus loin, comme je vous ai dit ici, le Paris Saint-Germain qui va affronter soit Brest, soit Monaco. Partons du principe que le Paris Saint-Germain va se qualifier, qui domine la Ligue 1 depuis des années. Ça sera Liverpool ou le Barça en quart. Et là... Ça promet pour Luis Enrique. En quart, c'est même pas en quart, c'est en 8e. En 8e, ça promet. Voilà, donc on en a déjà l'eau à la bouche, si je puis dire. C'est clair. Beaucoup de matchs qui nous attendent, et on se réjouit de voir ce que va donner dans un premier temps ce tirage. Et puis par la suite, voilà, que le meilleur gagne, mais ça fait encore beaucoup de clubs qui peuvent y prétendre, et voilà, la route jusqu'à Munich sera intéressante et belle. Sera longue aussi pour certains clubs qui doivent déjà jouer des 16e là, voilà. Mais donc à noter que le tirage aura été fait vendredi midi, à l'heure où vous verrez cette vidéo, donc ça fera probablement quelques heures ou quelques jours après. Quelques jours avant les matchs allés, on fera probablement une vidéo prono, un peu qu'est-ce qu'on voit se dessiner comme tendance selon les formes des clubs, etc. Donc voilà, on fera une vidéo bien plus détaillée sur ce tableau que vous voyez sous vos yeux. Mais en attendant, on a une autre chose à débriefer. Notre draft qu'on avait fait il y a de ça 2 semaines a tenu ses promesses. C'est le moins qu'on puisse dire. On a voulu s'assassiner jusqu'à la fin. Et voilà, donc ce que ça donne. Ouais, comme tu dis, alors c'était quelque chose, hein, ce duel de draft. Alors, la première journée s'est plutôt très bien passée, pour ma part. Comme je l'avais prédit, mes 2 attaquants madrilènes ont performé face à Salzbourg. Voilà, des petits points par-ci par-là. Mohamed Salah et Rafinha qui ont tenu leur rang tous deux, allant chercher le trophée de Man of the Match. Donc voilà, j'ai fait 82 points sur la première journée. Et ton pari, Nicolas Kuhn? Mon pari, Nicolas Kuhn, n'a malheureusement pas performé. Après, vous voyez, voilà, comme je l'avais dit, c'était faute de mieux. Ouais. Gros bémol sur cette première journée, c'est mon Jurriën Timber, comme vous pouvez le voir, qui a 0 points. Alors que Arsenal a fait clean sheet. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'il faut qu'un joueur joue minimum 60 minutes pour avoir ses points totaux qui lui sont comptés. Et si tu cliques dessus, Jurriën Timber a été sorti à la 59e minute par Mikel Arteta. Et il m'a fait donc manquer un petit 6 points. Un petit 6 points, donc voilà, je suis à 129. Le 6 points me manquera quelque part, vous allez découvrir après. Tout ça pour dire que des petits détails, ça se joue à 1 minute là, peuvent créer de grandes différences, on le verra par la suite. La deuxième journée, malheureusement, c'est beaucoup moins bien passé. J'ai notamment payé le fait de croire que Liverpool n'allait pas faire tourner son effectif. Donc j'ai sorti Mohamed Salah. C'était pas faute d'avoir prévenu. J'ai également payé le fait d'avoir cru que Vinicius pouvait ne pas manquer un match dans toute sa phase de ligue. Il a été suspendu. Donc voilà, j'ai dû enlever Vinicius et Mohamed Salah, qui étaient potentiellement les 2 meilleurs joueurs de mon équipe, pour faire place à 2 autres joueurs. J'ai eu du budget, donc j'ai pris Haaland et Foden. Je me suis dit, City contre Bruges, ils vont devoir y aller comme jamais. Les deux, c'est quand même à discuter. Il y a quand même Kevin De Bruyne, mais peut-être les 2 meilleurs joueurs de City. Ceux qui ont retrouvé une bonne forme ces derniers temps.
surtout Phil Foden. Donc je me dis, allez, bon, les deux n'ont pas performé, donc ça fait que je me retrouve avec un petit 51 points finalement. Pas grand monde ne m'a rapporté de points lors de cette journée. Voilà, donc total 229 points. Robin, je te cède la parole. La J7, comme vous pouvez le voir, c'est très très mal passé. Pendant que Quentin a fait tranquillement 82 points, j'en ai fait 54. Voilà, c'est un désastre absolu. Mon Harry Kane, capitaine, n'a juste... le Bayern a pris 3-0 à Feyenoord, enfin bref, c'était une catastrophe absolue. Seul point positif, Charles de Ketelaere, que j'avais pris pour 5,8 comme vous pouvez le voir, contre le Sturm Graz. Il a joué 90 minutes, il a délivré une passe décisive, il a marqué un but, il a été homme du match, il m'a rapporté 12 points. Donc ça c'était la bonne nouvelle. La défense de l'Inter également, Dumfries 6 points, De Vrij 9, donc voilà, c'était sympa, c'est les seuls... C'était vraiment les seuls qui ont performé. Ah, mais je ricanais bien à ce moment-là. Ouais, il a beaucoup parlé après la journée 7. David Raya a également tenu son clean sheet avec Arsenal, donc il a pris 6 points. Le reste était une catastrophe. Mes 3 Munichois, Musiala, Davis et Kane, c'était une catastrophe. Luis Diaz, bon, Liverpool a gagné son match, mais Luis Diaz n'a pas eu de contribution décisive, donc voilà. Gabriel a pris quand même 7 points, mais c'était clairement pas suffisant. Heureusement pour moi, la J8 s'est bien mieux passée. J'ai eu également Florian Wirtz et Lamine Yamal qui ont été hommes du match dans leurs matchs respectifs. J'avais pris un seul joueur de City, contrairement à Quentin qui en a pris 2, et c'est ça qui a fait la différence également. J'avais pris Bernardo Silva. Charles de Ketelaere, j'avais pris le pari de laisser Charles de Ketelaere, malheureusement il n'a pas performé contre le Barça. Ma défense a toujours fait un autant bon travail. De Vrij a fait 9 points de nouveau, Dumfries 7. Frimpong, que j'avais pris dans un des transferts, a fait 9 points, il a délivré une passe décisive avec Leverkusen. Gabriel malheureusement a fait que 3 points, Arsenal qui n'a pas performé, qui a pris des buts. Voilà. Gakpo, qui était le seul de Liverpool presque qui a fait le trajet avec l'équipe d'Arne Slot. Et Kane qui heureusement a marqué un but. J'avais laissé Kane capitaine, heureusement il a marqué un but, il me sauve les meubles. Ce qui fait que j'ai fait 76 points sur cette J8. Ce qui fait un total de 130 quand Quentin en a fait 129. Donc voilà, ça s'est joué jusqu'à la dernière minute à 1 point. Donc vous étiez trompé sur le sondage Instagram, vous avez cité mon équipe, mais c'est normal, parce qu'elle était quand même vachement plus forte. Robin a eu de la chance. Voilà. Donc la phase de Ligue a été remportée. On fera probablement une vidéo, je pense. Mais là de toute façon ça continue. Ça continue. Nous ne sommes qu'au début les amis, vous savez comment c'est le foot, c'est pareil, ça compte au printemps. Ça compte au printemps, et effectivement on a de quoi, comme vous pouvez le voir à mon écran, on a de quoi refaire une équipe entière, on peut refaire tous les transferts qu'on veut pour les 16e de finale qui arrivent. Donc probablement qu'on ne refera pas une équipe, enfin une vidéo draft complète, peut-être qu'on vous présentera nos équipes. Quelque chose comme on ça, vous présentera nos équipes peut-être dans la vidéo pronostic des 8e de finale. Dans les prochains points Ligue des Champions, exactement. Donc voilà, la phase de Ligue, je reste humble, je l'ai remportée, mais voilà, c'est... D'une courte tête, et surtout, la compétition n'est pas finie. Il reste beaucoup de matchs. Donc voilà, sur ce les amis, je pense qu'on arrive au bout. Ouais, on arrive au bout, c'était une chouette vidéo sur la plus belle des compétitions. Qu'est-ce qu'on aime parler quand même de cette compétition. De la Ligue des Champions. Voilà, qui, vous l'avez compris, selon nos avis, est encore meilleure aujourd'hui que jamais. Cette phase de Ligue qui la rend intéressante, comme je l'ai dit, du début à la fin. On a hâte de voir ce que ça va donner lors de la phase à élimination directe. Qui compte encore plus, normalement. Qui va compter encore plus, exactement. Bon, elle est moins différente des autres années, c'est pour ça qu'on l'attend peut-être un petit peu moins. Cette phase de Ligue, en tout cas, on est d'accord. Réussite pour toi? C'est une réussite, oui. On s'est régalé de A à Z, malgré le fait que beaucoup de personnes partaient pessimistes à la base, notamment pour les raisons pour lesquelles elle a été créée, pour un peu contrer le projet de la Super League, etc. Bien sûr que les raisons, c'était plutôt économique, etc., rajouter des matchs, forcément. Mais pour nous les fans, c'est vrai que ça a été vraiment... on a vraiment apprécié regarder les matchs, on a kiffé notre foot, ouais, c'est clair. Si je peux terminer, on va conclure la vidéo là-dessus, sur ce que j'ai moins aimé, un tout petit bémol, c'est que c'est quand même vraiment pas facile à comprendre. Pour les gens qui ne suivent pas le foot de près, et encore, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « cette fois j'ai compris » et en fait non, c'est quand même vraiment pas facile à comprendre. Voilà, je pense qu'à l'usage, ça viendra. Au fur et à mesure des années, les gens
les passionnés de foot comprendront de plus en plus, mais pour une première édition, voilà, il a fallu quand même passer du temps sur le site de l'UEFA pour comprendre ça. Voilà, c'est peut-être le seul petit bémol, mais sinon, non, dans l'ensemble, dans le contenu, ça nous a apporté beaucoup de qualité footballistique, beaucoup de rebondissements. On a hâte de la suite, les amis. Vous pourrez retrouver ça sur notre chaîne. On va en parler jusqu'en mai, tout simplement. Bien sûr. Jusqu'à la finale. Pour ça, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube La Charnière et sur nos réseaux Instagram et TikTok. En attendant, les amis, on vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Salut. Ciao.